Bonjour, bienvenue à ce webinaire de présentation et de lancement du modèle d'évaluation Apprendre ensemble, un cadre d'évaluation pour l'engagement des patients et du public en recherche. Je suis Audrey L'Espérance, je suis professeure adjointe en gestion de la santé et des services sociaux à l'École nationale d'administration publique ici à Montréal. J'étais aussi membre et je suis collaboratrice encore du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. On est vraiment super heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est le point culminant d'un long projet qui s'est déroulé dans les 3 dernières années et qui nous amène aujourd'hui à vous présenter le résultat final, soit le cadre d'évaluation dans son ensemble. Aujourd'hui, le but du webinaire est surtout de vous présenter notre démarche, un peu comment on est arrivé à nos résultats, mais aussi le résultat final que vous pourrez ensuite naviguer vous-même parce qu'il est disponible maintenant en ligne sur le site du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Je suis ici accompagnée de ma collègue Eleonora Bogdanova qui m'a assistée tout au long du processus de recherche et de réalisation du modèle. Eleonora sera notre modératrice aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir, je ne vous vois pas. Je sais que vous êtes là parce que je vois la liste des participants, mais si vous avez envie de poser des questions, que j'aille un petit peu plus loin dans la présentation, on aura du temps en fin de parcours là, pour pouvoir vous répondre, puis peut-être vous donner même encore plus d'informations sur ce modèle et éventuellement notre démarche. Éléonora, tu me disais que les participants utiliser la petite boîte Q&R qui est en bas de votre écran si jamais vous voulez interagir avec nous. Euh, est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Parfait. Parfait. Puis, Eleonora va être active là, sur la boîte QR. Puis, si jamais il y a des questions qui émergent, je m'assurerai d'y répondre. Elle va pouvoir me les lancer tranquillement. Alors, je vous partage tout de suite mon écran euh, pour que vous puissiez voir mes diapositives et je reste avec vous. Donc, Apprendre ensemble, c'est un modèle d'évaluation qui a été développé au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public en collaboration avec la chaire sur le partenariat avec les patients et les communautés, qui est en fait qui est dirigée par le professeur Antoine Bovin, médecin clinicien et chercheur chez nous et co-directeur du Centre d'excellence aussi. Le projet a été financé en partie par l'Institut de recherche en santé du Canada, qui est un financement de recherche qui était pour 1 an, en fait, de notre travail, qui nous a permis vraiment de lancer cette démarche-là, qui est une grande démarche de collaboration qui a débuté, en fait, dès 2018, qui a culminé avec le financement en 2019 et qui nous a amené à vous lancer et à vous présenter le projet en 2023. Donc, vous voyez que c'est une démarche de longue date qu'on a mûrement réfléchie et développée en partenariat. On voulait vraiment savoir comment et si on appliquait les principes de l'engagement des patients et du public en recherche. C'est une question qui est, je dirais, est fondamentale dans les milieux qu'on accompagne au Centre d'excellence depuis des années, mais aussi chez les chercheurs qui débutaient leur pratique de partenariat avec les patients. Je voulais savoir s'ils suivaient un peu le bon chemin, mais aussi s'ils allaient obtenir les résultats escomptés. Le résultat, ce n'est pas l'instrumentalisation, mais bien le partenariat. Et donc, d'être capable d'être réflexif dans notre action, mais aussi d'être capable de démontrer ces effets-là à long terme, avait une importance quand même importante dans la communauté de la recherche axée sur le patient, là, qui était notre communauté canadienne dédiée, là, entre autres, à faire de la recherche en partenariat. Ce que nous avions déjà, c'était une boîte à outils d'évaluation
du partenariat avec les patients et le public dans les soins et en recherche, qui avait été développé à travers une revue systématique des outils qu'on avait complété aussi avec le Centre d'excellence et la chaire en 2017, qui a été publié, qui est quand même bien, qui circule et on le sait qu'à chaque année, on a quand même pas mal de gens qui vont glaner des outils d'évaluation sur le site du Centre d'excellence. Par contre, ce qu'on arrivait toujours à voir et la discussion tournait toujours autour de comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on veut évaluer. Donc, c'est comme si on avait une boîte à outils, mais on n'avait pas nécessairement le plan. Le plan de travail, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on voulait bâtir ensemble. Et c'est cette question-là qui nous animait, nous, au Centre d'excellence, parce qu'on se disait, si on veut bien accompagner des milieux, on a besoin à la fois des outils et du plan de travail, ou en tout cas d'une carte qui nous permettrait de savoir si on va au bon endroit. Comme si on avait, et finalement, de revenir sur notre boîte à outils éventuellement et de dire peut-être qu'on n'a pas les bons outils pour construire ce plan-là. Et donc, on savait qu'il y avait peut-être des façons de bonifier notre boîte à outils si on avait un bon plan de travail. Ce qu'on a voulu faire, c'est de développer ce plan-là avec les gens, donc directement en partenariat, bien sûr, avec des patients partenaires, des proches partenaires, mais aussi avec des chercheurs, des gestionnaires du partenariat qu'on connaissait et qui travaillaient à travers toutes les provinces canadiennes, incluant le Québec, mais vraiment toutes les provinces et territoires canadiens. Donc, on savait que notre modèle allait être particulièrement canadien de nature, même si on sait qu'il y a certains éléments du partenariat en recherche qui est probablement transversal, là, peu importe l'expérience. On savait qu'il y avait quand même peut-être des éléments qui étaient contextuels, qui allaient être intégrés à notre modèle d'évaluation. Par contre, on savait que la démarche qu'on avait mise en place, en fait, notre méthodologie de travail, elle, par contre, elle pouvait être transposable un peu partout dans n'importe quel milieu. On se disait, si on veut parler de la relation de partenariat, il fallait une méthode qui était particulièrement délibérative de nature. Donc, les 3 phases de notre projet étaient orientées autour de méthodologie de délibération, de consultation et de participation active des parties prenantes. On a décidé donc de publier le protocole en disant en fait à notre audience, voici peut-être que quand vous verrez le résultat du cadre d'évaluation, il ne sera pas à l'image de votre travail ou de votre réalité à vous. Par contre, la démarche pour que vous puissiez vous-même développer et co-développer un cadre d'évaluation, elle est potentiellement utilisable dans vos milieux. Donc, c'était déjà presque un premier résultat en soi, ce protocole, pour nous, parce que il nous permettait de dire qu'à travers cette méthodologie-là, on pourrait faire évoluer le cadre. Donc, nos premiers résultats ne resteraient pas statiques, mais évolueraient au fur et à mesure de l'expérience de partenariat qui mature, qui grandit et qu'on sait qui est différente d'année en année parce qu'on apprend à le faire mieux. L'objectif était donc de développer un cadre national, mais adaptable pour l'évaluation de l'engagement des patients et du public en recherche. On a identifié la recherche comme un environnement qui était plus facile à entreprendre d'emblée parce qu'au Canada, on avait une communauté qui était très active déjà. Donc, on avait des collaborateurs, on avait des patients partenaires en recherche qui étaient identifiables et actifs et qu'on connaissait à travers le Canada. On savait aussi que notre cadre devait être créer un consensus national, mais permettre assez d'adaptabilité pour que chaque projet puisse l'adapter à sa couleur. Et donc, ça, c'est vraiment devenu un élément important dans notre démarche. C'était d'aller voir si
de créer le plus de flexibilité à travers, entre autres, puis je vais vous en reparler, les définitions et les étiquettes qu'on a mis à l'intérieur qu'on a utilisé pour décrire le modèle. Je vais vous donner des détails plus précis un petit peu plus tard. Ça, c'est notre magnifique équipe de recherche. Donc, qui dit projet de partenariat dit collaboration intense. Et pour nous, c'était important de s'entourer de gens qui avaient des expertises qui étaient complémentaires, mais qui nous permettaient aussi d'être un petit peu challengés, d'être remis en question tout au long du processus de recherche. On avait aussi deux magnifiques patientes partenaires qui ont travaillé avec nous du départ et qui ont vraiment fait un travail incroyable là, de nous de nous poser les bonnes questions au bon moment, de nous redemander elles nous ont renvoyé à la table de travail au bon moment aussi. Et de mon côté, je pense qu'il y a une grosse partie des résultats de ce projet-là qui revient à tout l'apprentissage qu'on a fait nous-mêmes comme équipe de recherche grâce à Marianne et Caroline qui ont été avec nous là, des appuis et des partenaires incroyables. Elles m'ont gentiment, en fait, au départ, quand on a parlé de faire un lancement, on se disait, bien, on va le faire en partenariat. Ça a été notre premier réflexe, là. Ils ont tellement travaillé avec nous à tous les moments, là. Je veux dire, il n'y a pas une rencontre de recherche qui s'est faite sans elles. Je me disais, bien, on va lancer le modèle ensemble. Caroline et Marianne ont voulu être présentes, mais sans présenter. En fait, ils voulaient vraiment que je puisse prendre le micro pour vous le présenter aujourd'hui. Alors, je suis leur fière représentante d'une certaine façon. Sinon, ben, une belle équipe de recherche avec des chercheurs chevronnés, Julia Bolson, John Chalberg, Marie-Pascale Pommier, qui est aussi co-directrice du Centre d'excellence, et d'autres personnes, des chercheurs canadiens qui sont reconnus pour leur pratique de partenariat. On a aussi des collaborateurs comme Alex McCumber, Sylvie Dosti, Amélie Bouchard, Frank Gavin, qui sont des patients partenaires qui ont aussi collaboré d'une manière ou d'une autre à une des étapes de notre projet. Alors, on les remercie infiniment pour ça. C'était un projet collaboratif et on cherchait à créer un consensus canadien. Alors, on s'est entouré de tous les partenaires de la recherche axée sur le patient au Canada. Donc, toutes les unités soutien des provinces canadiennes et des territoires canadiens, ainsi que les réseaux de recherche qui sont financés par la stratégie de recherche axée sur le patient des instituts de recherche en santé du Canada, ont été nos collaborateurs. Ils ont été extrêmement important, pour nous aider à identifier les personnes, nos participants à la recherche d'une certaine façon. En fait, ils ont été aussi des participants actifs à la recherche et à toutes les étapes, ils nous ont permis vraiment d'être le plus collés à leur réalité possible pour que le modèle puisse être utilisé dans leur milieu à eux aussi. Donc, l'élément d'adaptation venait beaucoup aussi du dialogue qu'on a créé tout au long du parcours avec ces collaborateurs-là. On avait 3 phases de projet. Une phase de création de consensus. On faisait un Delphi en deuxième phase. Et la troisième phase était une phase, je dirais, transversale où on voulait vraiment intégrer une lentille d'équité, diversité, inclusion dans ce qu'on faisait. Donc, c'est vraiment là où on a travaillé avec des petits groupes d'experts qui étaient souvent des duos chercheurs-patients avec lesquels on a réfléchi les étiquettes, les mots utilisés, la façon de définir les dimensions et les indicateurs. Donc, vraiment, il y a eu un travail minutieux à ce niveau-là. En tout et partout, ça représente à peu près, en fait, un total de 141 participants à travers le Canada. On a même des participants du Yukon, des territoires du Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Donc, on a vraiment des gens de partout au Canada et c'est 141 personnes qui, à un moment ou à un autre,
ont été impliqués dans le travail qu'on a fait. Le résultat de ce travail-là, donc le cadre d'évaluation, c'est le reflet de ce que tous ces partenaires-là nous ont partagé. Donc, ce n'est pas nécessairement ce que nous, comme chercheurs, on aurait voulu mettre dans le cadre. Donc, il y a eu des surprises dans le développement. Il y a eu des surprises qui sont des fois extrêmement positives, d'autres où on s'est posé la question pourquoi on ne retrouvait pas certains éléments. Donc, c'est ça qui était intéressant aussi, c'était de voir où en était la communauté de la recherche axée sur le patient au Canada. Puis, et le modèle d'évaluation, le cadre d'évaluation que vous allez voir aujourd'hui, c'est un cadre qui représente cette réalité-là aujourd'hui. Et c'est pour ça on voulait en faire aussi un cadre qui va pouvoir évoluer dans le temps et qui va pouvoir vivre au gré aussi des évolutions dans notre communauté. Donc, la première phase était un exercice de consensus sur les critères et les dimensions d'évaluation. On voulait aller créer une cartographie, un modèle logique dans lequel, pour le partenariat avec les patients et le public. Pour ce faire, on a utilisé la technique du groupe nominal, qui est une méthodologie délibérative de priorisation en 8 étapes. On a suivi les 8 étapes. Mais bon, la COVID est arrivée et la pandémie nous a demandé de transformer un exercice de consensus qui était supposé se faire en personne en exercice délibératif en ligne. Donc, on a créé 4 sous-groupes. Et les réunions, et les 11 réunions virtuelles ont eu lieu entre le mois de, je pense, juillet et septembre 2020. Donc, en plein cœur de la crise COVID. Honnêtement, je pense que ça a fait du bien à tout le monde de se rassembler autour de ce projet-là, puis de se voir une ou deux fois par semaine pour discuter partenariat à une période où on avait l'impression justement que nos liens étaient un petit peu mis à mal par la pandémie. Il y a 42 participants de partout au Canada qui ont travaillé avec nous pendant cet exercice-là, dont 24 patients partenaires, 12 experts de la participation. Ça, c'est des gens qui soutiennent l'engagement des patients dans la recherche et 6 chercheurs. Mais en passant, il y a 24 patients partenaires qui avaient dans les 24 patients partenaires, il y avait des fois des gens qui avaient 2 chapeaux. Donc, qui étaient à la fois un expert ou un chercheur. Donc, on s'est retrouvé avec des gens qui, des fois, nous disaient « Ah là, je te parle en tant que expert de la participation ou chercheur. » Et à d'autres moments, ils disaient « Non, en tant que patient partenaire, voici mon opinion. » Donc, on a vraiment eu des gens qui avaient ces 2 chapeaux-là et ça, c'est une réalité canadienne qu'on voit de plus en plus. On leur a posé une question majeure au départ. C'était une question entourant les principes directeurs de l'engagement des patients. Dans le cadre de la stratégie de recherche axée sur le patient, sur l'engagement des patients, il y a 4 principes directeurs qui avaient été définis en 2014. On a d'emblée demandé à nos participants si ces principes-là tenaient toujours, s'il y avait matière à les redéfinir ou à ajouter certains principes. Et des 4 principes en ont découlé 7. Donc, 7 qui sont des fois similaires, mais d'autres fois très différents dans la définition, dans les façons dont les gens nous les ont définis. Relation, co-construction, transparence, pérennité, support et élimination des barrières devenait plus important là, pour eux que le simple mot de soutien. Là. Ça veut quand même dire des choses, de lever des barrières. Ensuite, l'équité, diversité, inclusion, qui était, ma foi, un peu plus justement complet comme principe. Et finalement, l'impact et la transformation. Je dirais que d'un point de vue d'analyse des 25 heures de conversation qu'on a eues pendant cette première phase du projet, une chose qui nous a sauté aux yeux, c'est que les gens commençaient à sentir qu'on comprenait comment faire du partenariat mieux, que le processus devenait un petit peu plus limpide pour les participants, pour les parties prenantes. Par contre,
on n'avait pas encore très bien défini des dimensions de transformation, d'impact. Les patients partenaires nous disaient, nous, on ne s'implique pas en recherche juste pour s'impliquer en recherche. On s'implique en recherche parce qu'on veut transformer la santé. On veut transformer la façon dont on donne les soins. Et ça, c'est devenu majeur dans l'entièreté de nos, je dirais, des résultats. Et ça a vraiment marqué la manière dont on a dessiné le cadre d'évaluation par la suite. Vous allez voir que ça a quand même changé, que ça a quand même eu une influence sur la manière dont on le représente graphiquement ensuite. La question de la pérennité était aussi assez importante et assez corollaire aussi à la transformation, cette idée où il y a une pérennité dans la relation, que la relation de partenariat n'arrête pas et ne commence pas avec un projet, qu'elle doit être justement continue, que ça demande des ressources, ça demande du temps et ça demande surtout une volonté, je dirais, politique là, de conserver les acquis qui ont été mis en place dans les dernières années, en tout cas, du moins au Canada. Alors, voici le squelette. En plus des principes directeurs, on est allé chercher 20 dimensions d'évaluation, des dimensions qui se sont rapidement orientées autour de la préparation au partenariat, du processus de partenariat et ensuite de la transformation qu'on veut effectuer à travers le partenariat avec les patients. Donc, on est arrivé à 6 dimensions d'évaluation qui sont dans la première portion, hein, cette portion de préparation, soit les perspectives variées, le recrutement en d'autres termes, les rôles, d'établir des rôles et responsabilités claires, entre autres, les politiques entourant le partenariat, en fait, les guides de pratique, les politiques organisationnelles qui peuvent avoir un effet sur nos pratiques plus locales. Notre niveau de préparation, et à ce niveau-là, il y a eu des surprises dont je vous parlerai un petit peu plus tard, entre autres le fait qu'on préconise plus le niveau de préparation des professionnels ou des chercheurs plutôt que ceux des patients. Hein. C'est comme si on considère d'une certaine façon que les patients sont déjà prêts à s'engager en recherche. Ensuite, la co-conception du projet, comment ça se passe, comment ça se fait, et l'appréciation qu'on doit réfléchir dès le départ, pas à la fin. Ensuite, le processus d'évaluation qui est au centre dans cette espèce de roue qu'on voit. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, ça ressemble à une bobine de film. » Cette idée qu'il y a un parcours, mais qui n'est pas circulaire, en fait, qui est un genre de parcours un peu de serpent à échelle. Ce qu'on voulait montrer, puis ce que nos participants nous ont dit, c'était que, en fait, il n'y a pas une dimension qui arrivait avant une autre dans ce processus de partenariat-là, qu'en fait, elles étaient toutes interdépendantes. Donc, des fois, lorsqu'on veut mieux soutenir, il faut inclure davantage. Lorsqu'on veut améliorer notre partenariat, il faut aller communiquer de façon plus adéquate. Donc, il y avait une certaine interdépendance des dimensions. Il fallait que notre représentation graphique puisse montrer ça. Mais montrer aussi que c'est un parcours. Hein. Des fois, on vient et on revient et ce n'est pas nécessairement un retour en arrière, mais plutôt en fait une progression cyclique. Et ensuite, la montagne que vous voyez, c'est la montagne de la transformation. Cette idée qu'on veut développer des impacts. Mais ce qui est ressorti de nos exercices, de notre exercice de consensus, c'est qu'il y a un effet de contribution dans les dimensions de transformation. Qu'on ne peut pas prétendre, par exemple, transformer les pratiques si on n'a pas tout d'abord développé des capacités. Donc, si on n'a pas développé des compétences, on ne transformera pas des pratiques. Si les pratiques ne sont pas transformées, on ne pourra jamais raffiner réellement la recherche et changer la culture des organisations et des équipes de recherche. Donc, c'est cette idée qu'il fallait vraiment créer
un parcours de transformation qui passait d'une dimension vers une autre. D'un point de vue évaluatif, cet élément de contribution-là, c'est important parce que ça veut dire que si on a à favoriser la capture de certaines données, on va essayer de favoriser des captures de capacité, par exemple, avant de favoriser des captures sur la transformation des pratiques, où on va essayer d'y aller de façon temporelle, de façon graduelle. La phase 2, c'était notre phase pour identifier à l'intérieur de ces grandes boîtes-là quels étaient nos indicateurs. Et donc, on est allé faire une revue rapide de la littérature pour aller voir quels indicateurs se retrouvaient ou étaient connus de notre communauté de recherche. Le fait on était extra chanceux parce qu'en 2018 et 2019, il y a 2 revues systématiques qui ont été publiées et qui nous ont permis d'aller assez rapidement sur l'identification des indicateurs et d'être capable de pairer des indicateurs avec nos dimensions qu'on avait identifiées dans la première phase. Mais ce n'était pas tout. On voulait faire un Delphi. Donc, on voulait vérifier si, pour notre communauté, ces indicateurs-là étaient vus comme étant pertinents et importants. Et pour faire ça, il fallait co-construire le questionnaire. Donc, avec Caroline et Marianne, on s'est assis et on a vraiment développé le questionnaire. Donc, chaque indicateur, on l'a regardé, on l'a reformulé, on a développé un questionnaire qui était particulièrement long en passant, et qui nous a pris beaucoup de temps à développer. Juste pour vous donner une indication, là, on a commencé le projet en se disant que cette phase de co-création du questionnaire allait prendre, 3 mois, c'était à peu près ce qu'on avait planifié. Et finalement, on a passé presque 1 an dessus. Alors, ça peut vous donner une idée à quel point c'était important pour nous, mais aussi pour les patients de partenaires avec qui on travaillait, qu'il y a un niveau de compréhension très grand des participants, que chaque, justement, item soit très bien, soit clair et bien développé, qu'il y ait un sens autour de ça. Donc, des fois, on a eu le traduire en français par la suite aussi. Donc, il y a eu quand même un gros travail. On l'a ensuite validé avec nos groupes d'experts pour vérifier aussi s'il manquait des items, s'il y avait des choses qui n'étaient pas adéquates pour certaines populations, par exemple, des vocables qui auraient pu être considérés comme ayant un sens différent dans certaines populations avec lesquelles on travaillait. Donc, c'est vraiment un travail minutieux. Au total, on avait 170 items qui ont été regroupés à travers les 20 dimensions d'évaluation sous les 3 sections que vous avez vues sur le modèle. Donc, 59 items pour la première portion, 56 pour la deuxième et ensuite pour la portion de transformation, c'était 55 items. On a donné une échelle de 1 étoile à 5 étoiles pour chacun des items pour vérifier le niveau d'importance que les gens accordaient, nos participants accordaient à chacun des items. On a recruté 187 personnes à travers nos collaborateurs de la stratégie de recherche axée sur le patient que je vous ai montré précédemment. Et ces gens-là avaient déjà donné leur consentement initial à ce que nous, on les sollicite. De ces 187 personnes-là, 98 personnes ont répondu au premier tour et 78 au deuxième tour. C'est un taux de 80 de rétention. C'est énorme pour un Delphi de ce type-là, surtout avec la longueur du questionnaire. Ça démontre le niveau d'engagement des gens dans le projet. Nous, on est tombé de notre chaise, honnêtement, quand on a vu ça. C'était 2 questionnaires en ligne avec qu'on avait présenté aussi avec des formats vidéo. Ça avait été proposé par des collaborateurs de recherche qui nous avaient dit que ça pourrait aider à la compréhension du questionnaire puis du processus de Delphi. Donc, il y avait des vidéos de moi au début du Delphi pour expliquer notre démarche puis comment répondre aux questions. Donc, je pense que ça a vraiment bien fonctionné. On a eu des retours assez positifs sur la façon dont on a fait les choses.
Je vais vous passer les détails plus spécifiques comme ceux-là, si ça vous intéresse, j'y retournerai. Mais pour chacune des dimensions d'évaluation, il y a eu des items qui ont été acceptés, donc qui ont été conservés, des items qui ont été rejetés et des items qui sont devenus nos étoiles. Donc, ces items qui ont été scorés très, très haut et qu'on a considéré que les participants nous disaient que c'était des musts. Il fallait absolument, ils étaient nécessaires, ces systèmes-là, dans notre modèle d'évaluation. Donc, on a été capable de faire un peu un travail de tri à l'intérieur des items, de la longue liste d'items qu'on a obtenus. Donc, j'en reviens au modèle. Je vais arrêter le partage de cette fiche-là, puis je vais vous montrer le modèle interactif parce que ce que vous trouvez sur le site Web, c'est un modèle qui est en fait interactif. C'est exactement la même image, mais avec votre curseur, vous pouvez cliquer sur chacune des dimensions. Je vais choisir une dimension où vous avez des étoiles et des plus. Donc, pour chaque dimension, il y a la liste des items qui ont été inclus par les participants. Les items inclus sont des items qui sont divisés entre deux catégories, je vous dirais, les étoiles et les plus. Donc, les étoiles, c'est les items qui ont eu le score le plus élevé. Donc, les items que les participants considéraient comme étant les plus importants. Et ensuite, des items qui ont été scorés très haut, en fait, plus de 75 considéraient qu'ils avaient 4 ou 5 étoiles, donc qui étaient vraiment très importants. Mais par rapport aux autres, ils se démarquaient un petit peu. Donc, on se disait, ben, si on avait à choisir, on pourrait finalement prendre les étoiles et ensuite rajouter des items s'ils sont adaptés à notre contexte de partenariat à nous. Donc, pour chacune des dimensions, vous avez la liste des items qui sont ressortis et c'est vrai pour vraiment chacun des items que vous allez retrouver sur le modèle. Je ne vous fais pas la présentation de l'entièreté des dimensions et des items, des indicateurs, ça serait trop long, mais peut-être un élément que je voudrais vous mentionner, c'est qu'on a pris la décision comme équipe, là, je parle de l'équipe entière de recherche, de présenter les indicateurs, non pas dans une forme en fait, de vous présenter les indicateurs dans une forme spécifique. On vous présente qu'est-ce qu'on doit regarder, donc plutôt le quoi que le comment. On ne va pas vous dire comment aller capturer la donnée. Donc, on ne vous dira pas d'aller vers une donnée quantitative ou qualitative. On va avoir formulé l'item pour en faire un élément que vous pourriez déterminer vous-même comment aller le capturer dans vos contextes. Pourquoi c'est important? Parce qu'en parlant avec tous les collaborateurs au projet, on se rendait compte que pour certaines équipes, c'était très important d'être dans une démarche plus de reddition de compte. Puis dans ce contexte-là, le quantitatif portait plus ou avait une plus grande importance. Pour d'autres, l'évaluation était une évaluation plus de type réflexion dans l'action, développement de capacité, etc. Donc, ils voulaient plus avoir l'histoire derrière le partenariat. Et à ce moment-là, le qualitatif était plus pertinent. Et à d'autres moments, pour d'autres équipes, ils voulaient les deux. Ils voulaient être capables de le quantifier et de le qualifier. Donc, au lieu de vous dire comment, on vous dit quoi. Quoi regarder. Donc, ça, c'est super important. Puis ça fait partie de la portion adaptable du modèle. C'est la portion qui nous permet aussi de vous dire que l'évaluation, ben, c'est un mot, mais c'est un mot qui est utilisé à plusieurs sauces, comme on dit au Québec. Puis, dépendamment de l'objectif de votre évaluation, vous allez vouloir faire des choix quant au comment qui vont être différents les uns des autres et on voulait laisser cette opportunité, cette flexibilité-là aux équipes. Ça n'empêche pas que que les items sont quand même extrêmement clairs en matière de quoi regarder. Et ça, c'est clair que c'est plus qu'on a fait un travail pour être sûr que vous sachiez de quoi on parle lorsqu'on vous présente un item.
On va s'assurer avec Eleonora de mettre le lien pour le site Internet du CEPPP parce que ce qui est génial, c'est que vous avez le modèle comme ça là, qui est entier, qui est interactif là, sur le site, mais vous avez aussi une liste plus statique là, des indicateurs par dimension là, pour vous aider à faire des choix si jamais vous voulez. Donc, il y a un PDF peut-être un petit peu plus traditionnel aussi qui est disponible pour vous aider. J'arrête ce partage-là et je reviens à l'autre. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un cadre d'évaluation qui se veut être une façon d'entrer en, 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 en dialogue, je dirais, avec les équipes de recherche partout ici au Canada, puis encore plus au Québec, sur l'importance d'avoir une réflexion structurée autour de nos pratiques de partenariat, autant comme organisation que comme équipe. Puis comme personne aussi. C'est aussi, et on s'en est rendu compte en bout de ligne, que que le modèle qui est un cadre d'évaluation pourrait très bien aussi servir comme cadre de réflexion pour planifier une démarche d'évaluation, une démarche de partenariat avec les patients en recherche. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on remplit cette idée que l'évaluation ne devrait jamais arriver à la fin d'un projet, mais en fait devrait arriver dès le départ dans notre façon de conceptualiser qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Puis si on le regarde comme une feuille de route, un peu comme un parcours pour planifier, un peu comme quand on fait notre itinéraire pour partir en voyage, on peut regarder chaque dimension en ayant cette réflexivité-là par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le mener, puis aussi d'avoir en tête toujours un peu des signaux d'alarme sur des dimensions qu'on sait qui sont des mécanismes importants du partenariat, comme par exemple, la reconnaissance, la communication, l'amélioration du partenariat, le soutien, etc. Donc, d'être capable d'être actif aussi dans la remise en question de nos pratiques pendant qu'on est en partenariat avec les patients. Puis peut-être pour les biens de rendre tout ça tangible, je vous dirais que nous, on fait aujourd'hui, puis depuis les derniers mois, beaucoup un retour en arrière sur notre expérience de partenariat dans le cadre de ce projet-là en particulier. Puis la transformation dont on parle dans le cadre d'évaluation, on l'a vécu. Ce projet-là n'a rien à voir avec ce qu'on avait en tête au départ. Il s'est passé 1000 choses pour raffiner et redéfinir notre travail en cours de route. Le partenariat on a dû faire des retours en arrière en cours de route pour plein de raisons parce que justement, il y a des contextes, il y a des éléments de contexte, mais il y a des éléments aussi de relations humaines qui nous ont demandé de faire des pas de recul pour mieux avancer par la suite. Donc, la transformation que je vois dans ce modèle d'évaluation, je l'ai vécu comme chercheur dans ce projet-là. Puis, je pense que c'est là où on peut se dire qu'on a réalisé pas seulement un cadre d'évaluation, mais aussi le partenariat dans le cadre de ce projet-là. Puis pour nous, en tout cas pour toute l'équipe, et je parle pour eux, c'est une des réalisations dont on est le plus fier aussi parce qu'on est capable de dire que ce modèle ou ce cadre d'évaluation-là nous a permis d'apprendre ensemble et que même si on est souvent considéré au centre d'excellence sur le partenariat avec les patients publics comme des précurseurs, on a encore à faire le chemin, un peu comme le cadre d'évaluation vous le propose visuellement, à refaire le chemin à chaque fois et à se poser des questions à chaque fois sur nos pratiques puis sur comment on peut les raffiner et les affiner pour obtenir le type de transformation qu'on désire et qu'on a en tête au départ.
Donc, je veux juste remercier Eleonora en fin de parcours, là, juste parce qu'elle a été mon bras droit tout au long. Puis si elle n'avait pas été là, même aujourd'hui, tout ça n'aurait pas lieu. Alors, c'est vraiment un bonheur de travailler avec des gens extraordinaires comme ceux-là. Puis là, je ne vois pas, mais si Marianne et Caroline sont autour, elles savent à quel point on est chanceux d'avoir pu, je dirais, traverser cette aventure-là ensemble. Donc, je vous remercie de votre attention. Puis là, je vais fermer le partage juste pour pouvoir voir vos réactions et surtout vos questions. Merci beaucoup, Audrey. On a une personne qui a levé la main, Geneviève Le Tourneau. Mais par contre, on a des tout petits soucis techniques. Et donc, je pense que c'est seulement toi qui peux ouvrir les micros. OK, ça serait moi. Attends un petit peu. J'y vais. Les tourneaux. J'essaie de trouver. Madame Geneviève Le Tourneau, si vous pourriez remettre votre main, je pense que ce serait plus facile de notre côté. Entre-temps, je veux dire qu'on a plusieurs je l'ai. commentaires. Attendez, permettre de parler, voilà. En tout cas, vous êtes la bienvenue si vous voulez réagir ou reprendre la parole, Madame Letourneau. Entre-temps, on a plusieurs commentaires dans le Q&A, plusieurs commentaires très positifs, des félicitations. Merci beaucoup. On a un spectateur anonyme qui pose une question. Oui. Une question-commentaire sur le format des indicateurs. Selon ce que je lis ici, ils sont davantage formulés comme des objectifs que comme des indicateurs. Comment les analyser et les suivre de façon pratique? Je ne dirais pas que sont formulés comme des objectifs, sont formulés surtout comme des indicateurs statiques, je dirais. Si on le regarde, là, un peu comme je le disais dans la présentation, ensuite, c'est une question de s'asseoir en équipe et de déterminer, c'est quoi l'objectif de l'évaluation, puis éventuellement, qu'est-ce qui est pertinent aussi pour les personnes qui vous entourent, qui vont être des utilisateurs de l'évaluation. Puis à ce moment-là, ça va vous donner beaucoup, beaucoup d'indications sur la méthode de collecte de données, donc le comment. Comment aller chercher cette information-là. C'est sûr qu'il y a des indicateurs que vous allez voir dans les listes qui sont plus prompts à être, je dirais, colligés comme étant des indicateurs quantitatifs. Par exemple, le nombre de patients partenaires dans l'équipe. Mais il y a d'autres indicateurs que vous allez voir qui sont formulés d'une façon à ce que vous puissiez à la fois le faire de façon qualitative ou quantitative. Puis c'est assez facile d'y arriver, mais il faut surtout que ça ait un sens pour votre équipe. Puis ça, pour vrai, je sais que ça va être un défi pour certaines équipes, mais je pense que c'est un défi aussi de dialoguer par rapport à l'évaluation et de faire que l'évaluation soit pertinente dans votre contexte à vous le plus possible. Puis ça, si on vous l'avait donné, je dirais plus précisément, peut-être l'enjeu, c'est qu'on aurait exclu certaines expériences de partenariat. On préférait inclure, être plus inclusif, mais vous demander ou vous poser le défi d'avoir ce dialogue-là à l'intérieur de vos équipes sur le comment. J'espère que je réponds bien à votre question ou à votre commentaire. Merci, Audrey. Je suis vraiment désolée pour les défis techniques de mon côté. Il y a Clara, je pense. Oui. Clara, tu peux prendre la parole.
Allô? Oui, salut. Merci beaucoup, Audrey. C'est super intéressant. Puis je trouve ça super stimulant aussi pour les projets que j'ai avec le développement du partenariat patient en recherche à Sainte-Justine. Mhm. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce que je m'étais mis comme question justement si est-ce qu'on peut l'utiliser comme outil de planification. Puis je me demandais aussi si ça serait intéressant de peut-être d'en extraire les points plus importants, peut-être même primordiaux, pour amener peut-être un cadre de réflexion, parce que pour le début, j'ai comme pas envie nécessairement d'imposer des choses, mais peut-être juste d'avoir des tags. Je me demande aussi, j'imagine que ça peut être utilisé comme cadre réflexif Ouais. aussi, sans nécessairement l'imposer, mais Non. Je pense que c'est là où on fait des gains. En fait, Clara, c'est que si on le pose comme un modèle réflexif, ça va avoir tendance à renforcer son utilisation comme cadre évaluatif. ouais. C'est que plus les gens vont le comprendre dans la planification, plus ils vont le comprendre dans son utilité d'évaluation. Puis on l'a vraiment construit de façon interactive aussi parce qu'on veut développer de la capacité chez nos équipes. On sait que les équipes ont des capacités très, je dirais, différentes d'évaluer leur projet, puis évaluer leur partenariat encore plus. Donc, on se disait, ben, si la première étape, c'est d'évaluer ou c'est d'avoir une réflexion sur les grandes dimensions, donc ce qui est visible là, à l'œil nu sans cliquer, ben, c'est déjà ça. Mais Mhm. ensuite, on peut développer et ouvrir les indicateurs. Puis peut-être que la première étape sera de choisir dans les indicateurs avec dans les essentiels, là, les Avec les petites étoiles. Ouais. étoiles. Puis ensuite, quand on aura passé la liste des petites étoiles, peut-être que là, ensuite, on pourra aller plus loin avec les Mhm. plus. Puis ces plus-là, si on regarde des communautés particulières avec lesquelles on a travaillé, par exemple, un partenariat qui engage un partenariat avec des communautés autochtones, par exemple, avec des personnes qui proviennent de communautés autochtones, on s'est rendu compte qu'en fait, la nature de l'indicateur va vraiment changer. Fait que quand on parle d'appréciation, par exemple, la couleur ou la forme de l'appréciation va changer si on est avec avec certaines populations spécifiques. Mhm. La même chose, c'est que les jeunes, quand on engage ou qu'on entre en partenariat avec des jeunes, on n'a peut-être pas les mêmes formes d'appréciation, par exemple. Donc, Mhm. c'est là où ça nous permet d'évoluer aussi, puis de développer notre capacité d'évaluation au fur et à mesure. Moi, je ne vois pas de problème à ce qu'on prenne le modèle plus d'en haut, à vue d'oiseau, puis qu'on aille creuser tranquillement à force de notre capacité. Puis là, c'est là Mhm. où on voit aussi le rôle qu'auront à jouer des organisations. Je pense aux plateformes, parce que là, Clara, dans ton cas, tu es dans un rôle de gestion plus de plateforme. Bien, dans les plateformes, on a un rôle d'évaluation qui est beaucoup plus large sur plusieurs projets. Puis là, c'est peut-être là où on va pouvoir euh, aller chercher capter des Mhm. choses qui sont à plus large ou à plus grande échelle pour Mhm. aider nos chercheurs à avoir des données sur ce qu'ils font en partenariat. Puis là, Ouais, ben, fait que, tu sais, c'est vraiment on bâtit de la capacité au fur et à mesure, puis il faut vraiment, puis c'est comme ça qu'on a aussi bâti le modèle graphique pour que les gens ne se sentent pas tout d'un coup là, euh, noyés dans une liste d'indicateurs. Tu sais, c'est ça Mhm. aussi, là. Moi, je les regarde parce que je le fais beaucoup avec beaucoup moins de stress, puis je vois très bien comment je peux faire, mais je peux très bien comprendre que si on vous lance une liste d'indicateurs sur 20 dimensions, tu dis, wow, OK, là, comment je vais faire ça? Puis une autre chose qui est possible, c'est aussi de commencer en disant, je vais juste évaluer mon niveau de préparation ou je vais juste évaluer mon processus. Tu sais, ça peut Mhm. être aussi de prendre une section du modèle. Puis Ouais. ça, c'est possible aussi. Puis d'aller chercher, c'est ça, peut-être les choses essentielles en amont. Puis au fur et à mesure, quand on est dans le projet de recherche, il y a peut-être d'autres choses qui vont ressortir. Puis l'évaluation, de le voir comme quelque chose qui nous permet de progresser. Mais je trouve ça intéressant de le prendre aussi au départ pour être capable d'avoir une assise peut-être un petit peu plus organisée dans le partenariat comme tel pour ensuite renforcer nos propres capacités d'inclure dans la recherche, là. Je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup.
Il n'y a aucun problème. Merci, Clara. Puis oui, tu sais, il y a un côté là-dessus de disons qu'on commence juste dans la réflexion, puis que la capture de données, c'est seulement de garder, je sais pas, des notes sur qu'est-ce qui s'est passé dans notre réunion. Puis, tu sais, c'est vraiment, on voulait donner l'impression aux gens, puis c'est une impression, moi, je pense, qui est réelle, que l'évaluation, c'est pas un gros truc lourd, compliqué, que c'est en fait une démarche de réflexion d'abord et avant tout, qu'on peut formaliser avec le temps, avec justement ces dimensions, ces indicateurs, etc., mais de façon progressive plutôt que imposer un modèle complet, puis OK, arrangez-vous avec ça. Ça serait pas du tout dans la philosophie, puis c'est pas du tout ce qu'on a entendu des participants à ce Non, puis t'es pas obligé de le faire juste à la fin non plus, tu sais, fait que c'est comme capter certaines photos à travers le processus. Oui, Là. Merci beaucoup. Merci. avec plaisir. On n'a pas d'autres questions dans le chat pour le moment. Beaucoup Bon. de commentaires, par exemple, un commentaire intéressant de Louis Lockhead également. Bonjour, Louis. Sont aussi vrais pour toutes. Ah oui. Je note que tous les principes des considérations sont aussi vrais pour toute forme de co-construction avec les patients partenaires qui sont fondamentalement intéressés par l'impact de leur travail et la transformation des soins et services. J'ai le goût de rebondir là-dessus, Louis, parce que c'est un modèle qu'on a développé en recherche, puis on ne veut pas prétendre qu'il est transposable dans les soins et services. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'il y a certaines personnes qui auraient voulu qu'au bout, en haut de la montagne, ça soit la santé de la population, finalement, qui soit le changement ultime. En fait, ce qu'on voit dans notre modèle, c'est que le changement ultime, c'est le partenariat de soins. Fait que c'est intéressant de voir aussi que nos participants ne nous ont pas indiqué, nous ont pas nécessairement indiqué la même chose. Donc, on se pose la question aujourd'hui, surtout de la suite. Puis la suite, ben, c'est est-ce que ce modèle-là, il est transposable? Puis je pense que oui, il y a des éléments, puis il y a des dimensions qui sont universelles au partenariat, peu importe dans quel contexte on se retrouve. Mais on ne veut pas prétendre que c'est le cas parce que c'est une communauté de recherche qui nous a aidés à le construire. Donc, il faut rester, je dirais, attaché à ça. Une chose, moi, qui m'est venue à l'esprit parce que je travaille sur un autre projet sur l'évaluation au niveau des organisations, donc comme les réseaux de recherche, par exemple, ou des unités soutien ou des plateformes. Il y a de plus en plus d'organisations qui prennent un rôle ou qui jouent un rôle pour créer des environnements qui sont facilitants au partenariat. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, la première portion du modèle, elle s'applique bien en fait dans un modèle organisationnel. Donc là, on est en train de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire dans les termes qu'on utilise, comment on le transpose, etc. Mais pour, mettons, un centre de recherche, de se poser des questions sur est-ce qu'on recrute des perspectives variées, puis est-ce qu'on a toutes les perspectives de patients dans notre organisation, puis est-ce qu'on aide à clarifier les rôles des personnes, puis qu'on soutient justement leur travail. Est-ce qu'on a des politiques en place pour, par exemple, la rémunération, la compensation des patients? Est-ce qu'on développe des formations pour nos chercheurs? Tout ça, finalement, ça s'imbrique très bien dans le modèle, même si ce modèle-là a été développé pour un niveau projet. On se rend compte que le niveau organisationnel n'est pas très loin, puis il est probablement très lié. Fait que ça s'en vient. Là, on est en train d'y réfléchir avec d'autres chercheurs dans l'équipe. Je donne la parole à Naïma. Bonjour Naïma. Contente de Allô, te voir. bonjour Audrey, ça va bien? Oui. Oui, vraiment, bravo. C'est un super beau travail et puis le résultat est vraiment magnifique. Là, c'est très utile. J'avais une petite question et puis je m'excuse si tu en as déjà parlé. J'ai loupé un petit bout au début. Je n'étais pas capable de me connecter. C'est vraiment une question qu'on rencontre puis probablement si on applique en fait le cas d'évaluation, ça va sortir comme une limite un peu qu'on rencontre comme chercheur. Et c'est surtout dans la phase de la co-conception du projet.
Tu sais, là, on le voit, tu sais, nos organismes subventionnaires, c'est devenu même une exigence d'avoir des patients partenaires, tu sais, d'avoir vraiment des parties prenantes, etc. Ouais. Mais par contre, on se bute, en fait, à nos comités éthiques dans le réseau de la santé et services sociaux qui, eux, Ouais. ils nous tapent sur les doigts pour ne pas impliquer des patients Trop et tôt. des usagers tant et aussi longtemps qu'on n'a pas nos certificats éthiques, puis nos autorisations, puis nos convenances institutionnelles. Puis, tu sais, c'est un peu enrageant parce que, tu sais, ça vient nous chercher. On ne veut pas tout prévoir, tout décider, puis après, impliquer, en fait, les usagers, c'est un peu comme trop tard. Donc, je voulais juste savoir si ça a été quelque chose qui a été discuté. S'il y avait des avenues. Je vois que Geneviève est là, on a eu une petite discussion aussi là-dessus, mais j'étais curieuse de voir si c'est quelque chose, en fait, qui est ressorti dans vos discussions. Peut-être que tu n'as pas la réponse, mais je voulais voir avec toi. Vraiment, OK. C'est drôle parce que ce pas des choses qui sont ressorties des discussions avec nécessairement les participants pendant les phases, mais lorsqu'on faisait l'analyse avec nos 2 patients partenaires puis notre équipe, ça revenait souvent. C'est qu'il y a des indicateurs dans la liste, puis il y a des dimensions qui sont extrêmement influencées par les structures autour des équipes de recherche, entre autres les comités d'éthique, les finances aussi, ou les ressources humaines, là, dépendamment du milieu dans lequel on est, qui ne vont pas nécessairement nous aider à compenser les patients parce que là, comment on fait ça, puis c'est pas des participants à la recherche, puis on a beaucoup de ces questions-là, puis ça, c'est vrai dans toutes les formes de partenariat. Puis oui, tout à fait, elle a plein d'exemples de ce type-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on arrivait au point de dire, OK, mais il y a une démarche, même pour notre équipe, c'était comme un défi de se dire, il y a une démarche plus politique, plus à faire pour qu'on mette en valeur que si on veut faire ou arriver à créer un partenariat vraiment porteur, qu'il y a une responsabilité de justement lever des barrières et offrir du soutien. Et ça, c'est vrai, pas seulement pour l'équipe, mais aussi pour les organisations autour, puis éventuellement pour les organismes de financement. On s'est rendu compte aussi à travers le temps que dans certaines organisations, c'est plus simple. Comme je donne un exemple, j'ai travaillé longtemps au centre de recherche du CHUM. Au centre de recherche du CHUM, le comité d'éthique comprenait bien le rôle des patients partenaires de recherche, qui étaient plus des collaborateurs de recherche ou des co-chercheurs. Donc, il n'y avait pas de problème dans ce comité-là à ce qu'on ait des patients de ce type-là dans nos équipes dès le départ, dès la co-conception. Mais ça a été du démarchage, ça a été du travail à faire en amont du projet pour leur faire comprendre ce qu'on faisait, puis la nature de notre travail, etc. Mais c'est à refaire à chaque organisation. Puis c'est un peu ça que le résultat de notre projet, en fait, nous oblige à réfléchir puis à discuter, c'est que finalement, il y a peut-être des indicateurs ou même des dimensions qui sont indépendantes des équipes projets, qui en fait sont plus dépendantes des organisations qui les chapeautent. Puis là, c'est là où on va avoir un travail peut-être de démarchage à faire plus grand, plus large, à plus grande échelle. Mais oui, c'est des discussions qu'on a eu beaucoup à l'interne, à quel point finalement travailler sur l'évaluation au niveau projet, ça nous oblige à réfléchir à tous des éléments plus structurels comme ceux-là. Je n'ai pas nécessairement les réponses puis les voies de passage, mais on dirait que ça a mis ces questions-là encore plus en évidence. Puis si on réussit à utiliser, en tout cas, si vous voyez que le modèle d'évaluation peut être un levier pour vos organisations, ben tant mieux, ça aura servi à ça. Mais en tout cas, juste pour vous dire, moi, les IRSC, je suis sur leur comité d'évaluation pour la stratégie de recherche axée sur le patient. Ils veulent être le plus possible capables d'intégrer ces acquis-là à l'intérieur de leur travail. Mais disons que c'est challengeant pour eux parce qu'ils n'ont pas nécessairement toujours les tentacules jusque dans les organisations de recherche ensuite. Mais bon, bref, je pense qu'il y a une place à discussion à tous les niveaux. C'est un très bon point. Parfait. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Naïma. Je pense qu'il y a
Il y a Louise. Est-ce qu'on a le temps? Je me permets de donner la parole à Louise. Allô, Louise? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez là? Très Est-ce que bien. je vois? Oui, OK. Moi, je voulais questionner plus l'environnement plus large. Quand on dit que ces outils-là devraient être pour une utilisation nationale, puis que je vois qu'une grande partie du matériel est en anglais, alors est-ce que ça veut dire que c'était créé ou élaboré dans un contexte québécois francophone et que là, on essaie de le transférer ou d'utiliser dans un contexte canadien, incluant les anglophones? Non, ça a été constitué dans un environnement canadien, donc bilingue. Toutes les phases du projet ont été faites dans les deux langues. On a analysé en français et en anglais. Et on a développé un cadre en français et un cadre en anglais. Donc, c'est les mêmes résultats, mais tout est dans les deux langues. Donc, vous avez le modèle en anglais, le modèle en français sur le site du CEPPP. Notre questionnaire, par exemple, Delphi était en anglais et en français. Il y a des gens qui y ont répondu. On a une bonne population québécoise qui y ont participé. Donc, pour nous, il n'y avait pas, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais pour nous, c'était les deux, c'était intégré dans la démarche et ça faisait partie de notre démarche de le faire dans les deux langues pour arriver à un résultat qui était, somme toute, représentatif du Canada, parce que quand on regarde les participants dans chacune des phases, on a une distribution qui est à peu près similaire à la proportion de la population par province. Donc, même à ce niveau-là, on n'a pas recherché nécessairement ça quand on a fait le recrutement, mais c'est ça qui est arrivé, puis on en est très content parce que ça montre aussi que... puis on a essayé de faire des analyses différenciées entre ce qui était des résultats, par exemple, au Québec versus le reste du Canada. Il n'y a pas de distinction. On n'est pas capable de voir une distinction sur je ne sais pas, des indicateurs qui seraient plus privilégiés au Québec qu'ailleurs. Donc, ça, c'est des choses qui ont été vérifiées là, même au niveau statistique pour le Delphi, puis dans les groupes de discussion aussi. On est arrivé à 14h. Oh, OK, c'est bon. Je continue ma question? Vous pouvez y aller, Louise. OK. Alors, moi, je participe comme québécoise, mais à l'intérieur des centres de recherche en cancer au niveau pan-canadien. Et on n'a pas entendu parler de rien de ça. C'est comme s'il y avait un mur qui sépare vos initiatives et ce contexte-là. C'est pour ça que je me questionnais. Sinon, ben moi, je peux faire en sorte que ces gens-là s'intéressent à ce processus que moi, je pense bien important. Là. Mais à Sherbrooke, je n'ai pas de problème. Je suis en contact avec vos initiatives d'une façon ou d'une autre. Mais quand je m'en vais en contexte canadien à Toronto, je n'entends plus parler de rien. C'est différent. Puis là, peut-être que je vais me permettre de le mentionner. C'est un modèle qui a été développé dans le contexte de la recherche axée sur le patient, de la stratégie de recherche axée sur le patient. C'est sûr qu'il y a une certaine forme d'exclusion. Tu sais, quand je dis la communauté canadienne, ce n'est pas toute la communauté du partenariat partout au Canada. C'est une communauté spécifique qui est associée à la stratégie de recherche axée sur le patient. Et ça ne me surprend pas qu'il y ait des gens qui n'aient pas été mis au courant ou qui ne soient pas au courant de la démarche, parce que c'est sûr que on n'a pas fait un truc qui était, je dirais, pan-canadien, dans le sens où ce n'était pas ouvert à tous. C'était vraiment dans un contexte particulier. Ceci dit, c'est là où la méthodologie est intéressante, c'est qu'elle peut être reproduite dans d'autres communautés de recherche. Puis, finalement, l'autre point, c'est que il y a vraiment encore des distinctions à faire entre les types de recherche aussi. Puis ça, on l'a vu. Là. Ça fait partie de nos résultats. Là.
les gens qui ont le plus participé sont en recherche plus santé des populations et santé clinique. On a encore un gros travail à faire en biomédical. Fait que c'est sûr que c'est pas, ça me surprend pas. Puis on aurait aimé ça, peut-être que ça soit plus large, mais il fallait se circonscrire un petit peu notre terrain de jeu parce que sinon, ça aurait été vraiment. C'était supposé être une démarche d'1 an, ça a pris 3 ans. J'imagine juste si on l'avait élargi plus, combien ça nous aurait pris de temps, mais c'est un bon point. Puis si on peut faire le pont vers votre communauté, sinon ça va être juste. Ben, je vais essayer de voir comment ça pourrait se faire, en fait. D'accord, merci. Génial, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup de votre attention, de votre temps aujourd'hui. C'était un grand plaisir de discuter avec vous. Puis je vous permets de dire à la prochaine. Puis permettez-vous d'aller télécharger les outils sur le site Internet du CEPPP. Le lien est dans le QR. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.